Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce nouveau webinaire Stoïque, les ETI face à la menace cyber. Vous êtes déjà plus de 90 à vous être connectés. Merci beaucoup de votre présence. On se laisse traditionnellement une petite minute pour être certain que tout le monde puisse se connecter à temps. Et on se lance pour 1 heure ensemble. Merci pour tous vos messages de bienvenue. On vous voit nombreux, c'est super. Voilà, je vois qu'on est un bon nombre déjà présents. On va pouvoir se lancer. Je commence par me présenter. Je laisserai la main à Vincent. Je suis Christophe Pilven, directeur commercial Stoïque France. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. J'ai rejoint Stoïque il y a maintenant plus d'1 an. Au départ, dans la région ouest pour animer nos réseaux de courtiers et d'agents partenaires. C'est toujours le cas. Je suis encore très impliqué dans l'animation de cette région. Je suis accompagné aujourd'hui de Vincent Nguyen que je laisse se présenter. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, je suis le directeur cybersécurité de Stoïque. Ça fait bientôt 3 ans et demi que j'ai rejoint l'aventure Stoïque. Je suis toujours là. Je continue du coup à aider nos différents courtiers partenaires, à aider nos différents assurés, 1, à se protéger et 2, évidemment, dans les activités de gestion des incidents de sécurité, de gestion des crises, malheureusement lorsqu'ils surviennent. Merci Vincent. On passe donc 1 heure ensemble. Je vous rappelle juste qu'il faut bien tenir jusqu'au bout de l'heure pour 2 raisons. 1, parce que c'est intéressant jusqu'au bout et 2, parce que sinon vous n'avez pas d'attestation DDA et ça est arrivé plusieurs fois qu'on nous les demande et quand quelqu'un coupe la visio avant le bout de l'heure, il ne peut pas recevoir son attestation DDA. Un rappel des règles est toujours important. 1 heure ensemble où on espère le plus d'interactions possible avec vous. Vous avez sur la droite un chat que vous utilisez déjà pour nous saluer. Dès que vous avez une question, un commentaire, on prendra en cours de présentation la réponse si on y arrive. Et donc 1 heure pour parler des ETI face à la menace cyber, un thème qu'on adore chez Stoïque. On va prendre 3 grands moments avec vous. D'abord, commenter une étude que nous avons menée à l'automne dernier avec l'IFOP et le METI sur cette thématique-là, qui donne des enseignements assez intéressants, des enseignements qui poussent à vous démontrer la cohérence de notre modèle face aux attentes des ETI, face à la menace cyber. Et puis, nous pourrons l'illustrer avec des retours d'expérience très concrets de ce que peut être notre accompagnement dans ce cadre des ETI. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, vous donner quelques points de passage à juin 2025. Je sais que nombre d'entre vous nous suivent en direct sur LinkedIn ou nous côtoient au quotidien, donc ont peut-être déjà ces informations, mais pour ceux pour lesquels votre vision n'est pas forcément actualisée, c'est l'occasion. Stoïque a dépassé la barre symbolique des 13 000 entreprises assurées il y a quelques semaines. La progression se poursuit de manière assez impressionnante, avec l'ouverture notamment d'un autre pays en début d'année, le Pays-Bas. Cette expansion européenne, elle fait partie de la stratégie de Stoïque. On a vocation à devenir le parapluie cyber des PME, des ETI européennes. Et donc, du coup, les ouvertures de pays vont se succéder, mais tout en restant solide sur la base, notamment en France, puisque du coup, je suis toujours fier de pouvoir le dire, mais la France reste la première géographie de Stoïque avec maintenant près de 7000 entreprises françaises qui font confiance à Stoïque et grâce à vous, grâce à votre accompagnement et la confiance que vous nous accordez. Rappelez aussi que nous sommes un acteur de temps long, c'est une obsession chez Stoïque, on le dit à chaque fois. Toutes nos décisions, toutes nos actions et les lancements de produits, les lancements de pays sont liés à cette ambition de temps long. Marqueur aussi très important de cette dimension-là, ce sont
les porteurs de risques qui nous accompagnent depuis le début de l'aventure, que sont Swiss Re et Tokyo Marine, que vous connaissez tous. Swiss Re étant le deuxième réassureur mondial. Figure aussi sur cette présentation le nom de Munich Re, qui est un de nos investisseurs. Et s'il n'est pas le second réassureur mondial, il est tout simplement le premier. Aujourd'hui, l'équipe est composée de plus de 170 personnes, dont une très grande partie issue du monde de la cybersécurité. Vincent Nguyen en est le parfait exemple et aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Une grande annonce aujourd'hui à partager avec vous. C'est nouveau et c'est très en lien avec notre thématique du jour. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu insister également sur ce segment ETI. C'est le fait que depuis quelques semaines maintenant, nous sommes en mesure d'accompagner des entreprises qui dépassent le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors c'est une étape importante pour Stoic, une étape logique qui va dans la continuité des différents seuils qu'on avait pu passer les années précédentes. L'histoire de Stoic est une histoire qui avance doucement, mais sûrement. Et donc, du coup, chaque seuil passé est pesé, sous-pesé. Et nous sommes hyper heureux de pouvoir adresser ce segment de 1 à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On sait qu'avec bon nombre d'entre vous, on va pouvoir aller partir à l'assaut de belles cibles d'ETI, des boîtes qui ont besoin d'un accompagnement complet en cybersécurité, en cyberassurance. Et c'est ce qu'on veut démontrer aujourd'hui avec vous lors de ce webinaire, c'est pouvoir bien rentrer dans les problématiques qui seraient des problématiques spécifiques à des tailles d'entreprise ETI. Un rappel au sens de l'INSEE, l'ETI, c'est une boîte qui fait entre 250 millions d'euros et 1,5 milliard. C'est le cœur de cible de notre offre. On est effectivement très présent sur le segment TPE-PME, où on a standardisé, automatisé les process. Mais du coup, sur l'ETI, toute la chaîne de valeur de Stoic a vraiment un sens très important. Notre plafond de garantie reste à 10 millions d'euros. Rien de nouveau là-dessus. Alors concrètement, ces ETI, qu'est-ce qu'elles attendent d'un partenaire assureur? Comment elles réagissent face à cette menace? Quels sont les chiffres clés qu'on va pouvoir vous partager et que vous allez pouvoir garder à l'esprit? Le premier, il est assez simple et il est assez naturel. Sans surprise, vous vous en doutez, les ETI ne sont pas du tout épargnés par les cyberattaques. Donc, on pourrait imaginer que parce qu'elles ont plus de budget d'assurance et qu'elles sont peut-être plus mûres que les PME, les TPE, elles sont moins ciblées par les pirates. Ce n'est pas le cas. On a dans notre étude à laquelle je faisais référence tout à l'heure un chiffre intéressant. Un tiers d'entre elles ont déjà subi une cyberattaque. C'est un chiffre qui n'est pas étonnant, un chiffre qu'on peut compléter par une vision sectorielle ou de taille, si on rentre dans le détail. J'espère que vous voyez bien les deux graphiques en bas. Il n'y a pas trop de distinction en fait sur la taille et sur les secteurs d'activité. Même s'il y en a qui ressortent, vous voyez la part. Pourquoi? Parce qu'en fait, la logique des attaquants, elle est tout à fait opportuniste. Vincent pourra y revenir tout à l'heure. Vous le savez, pour ceux qui nous écoutent, souvent, on explique que depuis l'automatisation et l'industrialisation du monde de la cyber, de la cyber, il n'y a plus d'attaques ciblées, que toutes les tailles d'entreprise et tous les secteurs d'activité le sont dès lors qu'ils ont une exposition à l'extérieur ou qui peuvent se faire compromettre une boîte mail par le partage involontaire ou pas d'un user et mot de passe. C'est souvent involontaire, je vous rassure. Voilà le premier élément que vous, que vous devez avoir en tête, c'est que effectivement les ETI naturellement sont au cœur de ce sujet, de cette menace. Et effectivement, alors même si on regarde, je me permets, juste avant, sur le petit, graphe en bas, sur le volet taille d'entreprise, on a quand même un petit passage entre les organisations qui ont moins de 1000 collaborateurs, qui sont plutôt aux alentours des 30 et ceux qui sont au-delà de 1000 collaborateurs, on passe à une quarantaine de pourcents. Et nous, on le voit également, très concrètement dans nos chiffres. Donc la page que vous avez sous les yeux, elle est tirée de notre, claims report, donc le rapport sur la sinistralité que l'on publie chaque année. Et donc sur notre dernier rapport, on avait effectivement identifié à peu près la même chose, à savoir que, on est aux alentours des 30 pour les organisations qui sont entre 150 à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dès qu'on dépasse les 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, on passe à même à 50 légèrement plus de 50
de fréquence de sinistre. Donc globalement, une ETI sur 2 nous a déclaré un sinistre sur l'année 2025. Une ETI sur 2 qui est assurée chez nous. Donc effectivement, on se rend compte que le volume, il est là. Donc ce que les personnes déclarent, en tout cas ce que les organisations déclarent le sondage, qu'on avait pu faire avec l'IFOP et ce que nous on constate sur le terrain, et ben, il est vrai, voire même un petit peu sous-dimensionné au niveau du sondage versus, ce que l'on constate réellement. En tout cas, la menace, elle est là. Elle s'explique aussi parce que la surface d'attaque est plus importante. Si on a plus de collaborateurs, et ben, du coup, on a plus de ports d'entrée pour un attaquant. Autant un système d'information peut rester à peu près équivalent, en tout cas les ports, vers le système d'information technique restent les mêmes, que ce soit, une PME ou une ETI, en plus tout de même. En revanche, l'exposition humaine est bien plus importante et on sait très bien que sensibiliser les humains, c'est une tâche qui est très difficile. Donc au plus on a d'humains, au plus c'est compliqué, d'où effectivement aussi, cette augmentation des sinistres, au plus l'organisation est importante. Cette augmentation des sinistres dans ce secteur-là, eh bien, les entreprises en ont pris conscience. Ce qui ressort de notre étude IFOP-METI au sujet de cette prise de conscience, c'est plutôt les chiffres de droite sur lesquels je voudrais insister. Plutôt assez naturellement, euh, plus de 3 entreprises sur 4 ont sensiblement augmenté leur budget en cybersécurité. C'est une tendance lourde, c'est une tendance qui va durer. Tout le monde suit l'actualité et voit le nombre d'attaques que la France et plus globalement l'Europe peut subir dans un contexte géopolitique qui est en plus pas très favorable. Donc du coup, cette tendance à augmenter les budgets se justifie par le fait que, comme le disait Vincent, plus la surface est importante, plus elle a besoin de niveau de sécurité. Et nous, on le voit dans les discussions qu'on peut avoir en amont de la souscription avec les cibles TI, c'est qu'effectivement, il y a une maturité dans la connaissance des outils disponibles sur le marché, des processus à mettre en place, des organisations à anticiper qui est de plus en plus forte quand on discute avec les ETI. Et ça, c'est encore le corollaire de cette étude, c'est que très concrètement, tout le monde prend la menace au sérieux et qu'aujourd'hui, au-delà de la partie cybersécurité, on a la partie de la cyberassurance, on a vraiment besoin que ces entreprises soient accompagnées au niveau cybersécurité. Hop, et j'ajouterais même que sur l'augmentation des budgets, alors effectivement, la menace, elle est là et on va en parler encore un petit peu par la suite, mais on a également les contraintes réglementaires. On va demander de plus en plus de choses aux différentes organisations, notamment dans le cadre de NIS2, quand ce sera enfin voté, en France en tout cas. On sait que la plupart des ETI françaises seront soumises à NIS2. Donc du coup, il y a aussi un investissement supplémentaire à mener pour pouvoir se mettre en conformité, pour pouvoir, gérer efficacement les différentes exigences, les objectifs de sécurité qui sont définis dans le cadre de. Autre chose également, sur les conséquences qui sont redoutées par les ETI. Ça, pareil, ça nous vient du sondage qui a été effectué, avec, l'IFOP. 1re conséquence redoutée, l'arrêt de l'activité. Donc là, on a, 36 des organisations qui déclarent que c'est finalement leur premier risque. Ça, quand on regarde un petit peu dans le détail, on verra un tout petit peu plus tard, mais on va surtout parler de ransomware. C'est surtout les ransomware qui nous font peur vis-à-vis de l'arrêt de l'activité. On verra comment est-ce qu'on peut traiter ça par la suite. En numéro 2, les fuites de données. Alors en France, on est quand même, assez fort en termes de fuite de données. On a énormément de fuites de données, malheureusement de manière très régulière. Si ne c'est pas une organisation, c'est une agence gouvernementale qui, est vulnérable et fait fuiter nos données. Donc c'est pour ça que cette notion de fuite remonte pas mal. On est à presque 30 en termes de conséquences redoutées. 23 sur la fraude au revirement. C'est un nombre qui est également très important. 1 sur 4 globalement a peur de la fraude et c'est très réel. Je vais vous le montrer dans quelques instants vis-à-vis des chiffres, issus de notre propre Claims Report.
Les frais d'investigation, et de remise, en état du système d'information, 7 et paiement de la rançon, 5. Donc on est sur des demandes, des conséquences redoutées qui sont finalement assez faibles sur ces sujets-là, même si on les prend évidemment en compte. Vous le savez, chez Stoic, on a notre propre équipe de réponse à incident de sécurité, donc les frais d'investigation et de remise en état sont complètement inclus dans nos offres. Et le paiement de la rançon, également. Nous, on fait tout le sujet lié à la négociation de la rançon. On pourra en reparler par la suite. Petit focus sur effectivement les types de sinistres déclarés. Ce que l'on a le plus en volume, ce sont les incidents liés à un email. Et derrière un incident lié à un email, on peut avoir des sujets type phishing, mais surtout des incidents de type fraude, à savoir un cybercriminel qui va tenter de faire des virements frauduleux, qui va demander la modification de coordonnées bancaires pour recevoir de l'argent, encore une fois de manière frauduleuse, etc. Donc le petit entre guillemets 23 que l'on avait, sur cette page-là, se retranscrit chez nous via un 60. Donc finalement, c'est le sinistre le plus fréquent. La fraude est clairement le sinistre le plus fréquent. À côté de ça, on a finalement que, entre guillemets, que 5 de ransomware. Pour autant, quand un ransomware arrive, c'est lui qui est le plus dévastateur. Parce que lui, effectivement, il va coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, potentiellement millions, en fonction de l'organisation. Alors que la fraude ou l'incident lié à un email, on va plutôt être de l'ordre de, quelques dizaines de milliers d'euros. Donc on n'est pas du tout sur le même volume, d'un côté, c'est plutôt la masse qui va faire peur parce que des fraudes, on peut s'en prendre tous les mois. À l'inverse, les ransomware, c'est très peu fréquent, mais quand ils arrivent, ils sont très, très, très dévastateurs. Vincent, je t'interromps juste une seconde. On a 3 personnes qui disent que ton son n'est pas forcément idéal. Peut-être qu'il faudrait que tu coupes ta vidéo, je ne sais pas. Peut-être que ça améliorerait la situation. Heu, Quelques hachures, on va regarder si c'est mieux. Merci pour la remontée, Renaud. Ouais. un petit peu mieux, le micro de cette manière-là? C'est mieux, j'ai l'impression que c'est mieux, Vincent. Ouais. OK, super. J'espère que vous avez tout de même réussi à comprendre ce que je disais jusqu'à maintenant. Grosso modo, si je synthétise cette partie-là, l'arrêt, d'activité et la fuite de données sont donc les 2 premières conséquences redoutées par les ETI, 36 29. Nous, on y répond au travers de notre offre Stoic MDR. Notre offre Stoic MDR, on en reparlera par la suite, donc là, c'est plutôt du teasing pour la partie, suivante, dont on discutera. Et sur la fraude au virement, 23 donc ça fait partie du top 3 des événements redoutés par les ETI. Nous avons créé une solution qui s'appelle Stoic Email Security, qui nous permet, de lutter contre la fraude et plein d'autres choses dont on parlera également dans quelques instants. Donc je vous fais un petit teasing pour la suite. Merci Vincent. Avant de passer à la slide d'après, est-ce que à ce stade vous avez des questions? Est-ce que vous voulez rebondir? Je vous laisse le faire. En tout cas, j'ai l'impression que c'est mieux pour l'écoute, Vincent. Donc merci d'avoir bougé ta caméra. Dernier élément chiffré qui est issu de l'enquête, c'est quand on fait le lien, évidemment, avec le contrat d'assurance. Reste en tête du sondage l'indemnisation complète en cas de sinistre. C'est logique. C'est pour ça que nous discutons avec vous au quotidien. Hein. C'est vraiment pour la partie indemnisation qui est très importante. Aujourd'hui, les polices du marché se sont toutes alignées sur des pratiques assez standards pour arriver à cette indemnisation. Petit focus quand même sur l'offre Stoic avec l'assistance garantie. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment un point très important et très différenciant de l'offre Stoic, c'est qu'on rappelle que toutes les interventions et les frais qui sont liés à cette intervention, quand l'équipe de Vincent intervient sur un sinistre, est pris en charge. Est pris en charge, quelle que soit l'issue. C'est-à-dire que si c'est juste une levée de doute, on y va quand même. Il ne faut pas que les assurés hésitent à appeler le numéro de téléphone qui est toujours disponible sur la plateforme et qui doit être enregistré dans leur téléphone, si possible, c'est mieux. Puisqu'en fait, on préfère se faire appeler 5, 6, 7 fois pour une fausse alerte et être présent à la 8e que pas du tout. Donc, ce petit crochet étant fait sur ce que nous faisons en plus sur la partie indemnisation, revenir quand même sur ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce sondage, c'est que
au-delà de la capacité à être accompagné sur l'indemnisation, les ETI ont bien évidemment compris que derrière l'assurance, ils ont besoin d'un accompagnement sur l'amont d'un incident et le moment de l'incident. Donc vous le savez, ils ont besoin d'un accès à des outils de prévention et à un accompagnement en cas de gestion de crise. C'est ce qui ressort de ces chiffres-là que vous avez sous les yeux et qui sont finalement assez simples à comprendre et qui correspondent, pour ceux qui nous connaissent le mieux, exactement à notre approche, qu'on appelle l'approche à 360 degrés, une approche du coup qui réconcilie la cybersécurité et l'assurance dans une seule et même offre, avec la possibilité pour les assurés d'accéder à une expertise matérialisée aujourd'hui par l'équipe de CERT, mais également par les outils de prévention mis à disposition des assurés. Ces outils de prévention qui sont là pour réduire la probabilité d'intrusion, donc améliorer l'hygiène de cybersécurité, la posture de cybersécurité de nos assurés, pour in fine, si jamais tout de même il y a une intervention, il y a un incident, avoir l'alignement des intérêts lors de l'intervention du CERT en cas de sinistre. Et effectivement, le CERT est quand même le pilier de notre offre et je laisse Vincent le présenter avec toute l'humilité qu'on te connaît, Vincent. Je te laisse juste nous en dire plus sur le fonctionnement, la composition de l'équipe et ce que Donc, ça apporte aux clients. en parlant du start, effectivement, je pense que ça vaut le coup de faire un petit focus là-dessus. Quand je suis arrivé il y a 3 ans et demi, l'équipe était, forcément très petite, hein. On était, 3-4 personnes, à faire de la réponse aux incidents. Il y avait relativement, peu de sinistres à ce moment-là pour pouvoir les gérer, avec cette équipe. Sauf que depuis, vous l'avez vu, vous le savez, Stoic a énormément grandi. Les sinistres, on en gère énormément chaque mois. Depuis le début de l'année, c'est très simple, on a plus de 100 sinistres par mois et donc l'équipe a également grandi en conséquence. L'équipe du CERT a également grandi en conséquence. Aujourd'hui, on a un peu plus de 25 analystes cyber au sein de l'équipe et ça va continuer à grandir. D'ici la fin de l'année, on sera une trentaine et on va continuer à grandir sur les années à venir. Nous travaillons en 24/7, c'est-à-dire que peu importe quand va survenir l'attaque, nous serons là. Ça peut être là maintenant, jeudi à 11h30, ça peut être, vendredi à 23h, ça peut être dimanche à 2h du matin. Peu importe quand l'incident va survenir, nous serons là. Nous serons derrière notre téléphone d'urgence pour répondre à l'assuré qui va nous appeler ou parfois au courtier, qui se fait relais de son assuré pour pouvoir nous appeler et déclencher notre dispositif de gestion de crise et de gestion d'incident. Alors, je vois une petite question. Pourquoi CERT? CERT, ça veut dire Computer Emergency Response Team. C'est une marque qui était déposée il y a encore quelques années par une université américaine qui s'appelle l'université de Carnegie Mellon. Grosso modo, ça veut dire équipe de gestion des incidents de sécurité ou de gestion des crises cybersécurité. C'est un terme qui est donc repris pour caractériser ce type d'équipe-là et qui est repris par énormément d'organisations différentes. Typiquement, je peux citer le CERT de la Société Générale, le CERT de Michelin, le CERT de La Poste, le CERT FR qui est le CERT France, qui est donc partie prenante de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Bref, CERT, c'est un mot, une marque qui nous permet de symboliser l'activité qui est derrière, à savoir l'activité de gestion des incidents de sécurité. 25 analystes, c'est une très grosse équipe. La plupart des équipes, c'est plutôt entre 4, 5, allez, maximum une dizaine de personnes. Donc 25 analystes, ça vous montre un petit peu la capacité que nous pouvons avoir à gérer des incidents, le volume que nous traitons. On traite très, très rapidement. Comme je vous l'ai dit, on ne fait pas appel à un call center. On n'a pas un intermédiaire qui va recevoir l'appel, qui va faire une qualification assez mal formulée, etc. C'est complètement internalisé. Donc, potentiellement, quand vous appelez notre ligne d'urgence, vous allez tomber sur moi. Vous allez tomber sur Antoine, sur Julien, sur Théo, sur Xavier, sur Ayoub, sur Tamara, peu importe. Mais en tout cas, ce sera une personne de notre équipe cyber. Et ça, c'est un vrai élément différenciant parce que dès le premier appel, dès le premier contact, on est déjà en train de traiter l'incident.
on est déjà en train de promulguer les premiers réflexes qui vont nous permettre d'endiguer, de contenir l'incident, les impacts de cet incident. On n'est pas en train d'attendre d'avoir à mobiliser un prestataire supplémentaire ou de devoir se faire relais vers une autre équipe ou de devoir requalifier. Non, on est directement dans l'action et clairement, on voit que c'est un vrai élément différenciant pour les différents assurés. Également, on a accès à toute la donnée, à tous les outils, à tous les services de Stoic. Donc ça nous apporte énormément de contexte supplémentaire sur l'organisation qui est victime de la cyberattaque, sur le fonctionnement de son système d'information, sur les bons contacts au sein de cette organisation, etc. Donc encore une fois, on accélère la réponse à un incident. Donc non seulement on est là dès le début, donc un vrai gain de temps à ce niveau-là, mais également on a toutes les informations sur l'organisation. Donc encore une fois, on accélère notre réponse à incident et on limite l'impact de la cyberattaque sur la victime. Enfin, c'est un service qui est, dit ici transparent et sans coût additionnel, c'est-à-dire que, peu importe que l'on reste au téléphone pendant 10 minutes avec l'assuré ou que l'on se mobilise à 4, 5, 6, 7, 8, 10 personnes sur site, parce qu'il y a besoin de se mobiliser à autant sur certaines interventions, et ben, ce sera le même coût, à savoir 0 € pour l'assuré. Et ça, c'est vraiment un élément également extrêmement différenciant sur le marché. Alors je vois une question: «Le coût d'intervention du CERT international est-il répercuté sur la stat sinistre assurance des assurés?» Je veux bien prendre, enfin, Vincent, je te laisse Ouais. peut-être introduire. Ouais. Non, non, vas-y, vas-y. En fait, Diego, merci pour ta question. Non, fondamentalement, puisqu'en fait, nous, on va plutôt sur la partie stade sinistre, parler plutôt des postes qui sont les postes d'indemnisation pure, c'est-à-dire la reconstitution des frais s'il y en a, des sauvegardes s'il y en a, des données, pardon, s'il y en a, la perte d'exploitation, la fraude ou le volet RC. Donc, non. Pour ta question. Merci Christophe. Pour compléter du coup, ce que vous voyez sur cette slide, il y a des petits logos. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais commencer par celui du milieu, celui où il est marqué Intercert France. Nous sommes membres d'une association qui s'appelle l'Intercert France, qui est un regroupement des différents CERT qu'il y a en France. Dans cette association, nous avons environ 130 équipes différentes, certaines que j'ai nommées tout à l'heure, donc CERT Michelin, CERT Société Générale, celui de la Poste, celui de la BNP, celui de BPCE, celui d'Assaut Systèmes, et cetera. On trouve également les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, on va trouver l'ANSSI également, on va trouver pas mal d'organisations publiques qui sont également présentes dans cette association-là. Et donc nous en sommes membres et donc si nous avons à un moment besoin, d'aide, de nous coordonner, d'avoir plus d'informations sur une menace, on peut solliciter les différentes ressources, les différents experts qui participent à cette association-là. On a également un rôle un petit peu particulier dans cet asso parce qu'on est aussi, en copilotage de l'académie, de l'incubateur des CERT, de l'Intercert France. C'est-à-dire qu'on aide les plus petites structures, les structures les moins matures à avancer et à construire leur propre dispositif de CERT, de réponse à incidents, de gestion de crise. Donc ça, c'est plus d'une centaine d'équipes, en France. Nous sommes membres également du FIRST. Le FIRST, c'est à peu près la même chose que l'Intercert, mais au niveau international. C'est-à-dire qu'on a plutôt 800 équipes réparties dans un peu plus d'une centaine de pays différents. Donc là également, on voit qu'on a cette capacité de solliciter de l'expertise, de la ressource internationale sur plein de pays différents, au sein de plein d'organisations différentes, ce qui nous accélère encore une fois nos activités côté gestion des vulnérabilités et côté gestion des incidents. Et tout ce que l'on peut traiter, tout ce que l'on peut manipuler comme incident, comme sinistre, comme données, nous le consignons dans un rapport que nous publions chaque année. Donc depuis 3 ans maintenant, on publie notre Claims Report, notre rapport sur la sinistralité, qui du coup est une synthèse de l'ensemble des incidents que nous avons eu à gérer sur l'année écoulée. Donc il y a 3 ans, c'était 100 incidents. Il y a 2 ans, c'était 300, 400. L'année dernière, c'était 700 et là, clairement, vu le volume que nous avons depuis le début de l'année, on sera à plus de 1000, certainement 1 200, 1 300, peut-être 1 500 incidents, qui seront traités d'ici la fin de l'année. Donc le rapport de l'année prochaine sera, une synthèse de plus de 1000 incidents. Super, merci beaucoup Vincent. Je profite de ce moment pour reprendre quelques remarques et questions qui sont sur le chat.
Merci pour vous. Renaud nous fait un commentaire sur le fait que si on lit effectivement les chiffres à l'envers, il y a encore un tiers des ETI qui ne veulent pas d'assurance cyber. Certes, c'est un fait et que 2 tiers sont intéressés. J'aime bien rebondir là-dessus parce qu'effectivement, on a un enjeu de pédagogie et vous et nous travaillons ensemble sur le terrain pour que du coup les entreprises soient de plus en plus au fait de ce que peut proposer un contrat d'assurance. Et donc, il est normal aujourd'hui que tout le panel français ne soit pas encore au courant de tout ça. Il y a encore un boulot monstrueux à faire pour du coup avancer sur ce que nous on appelle entre nous la saturation hein, de ce marché, en tout cas sur la partie d'assurance, qui reste un marché naissant. Même si on en parle depuis maintenant 10 ou 15 ans dans le monde de l'assurance en France, ça reste encore un marché d'équipement. Il y a aussi une autre question, et merci Frédéric, et je vais plutôt laisser Vincent y répondre. Yes. Stoïc est-elle à 100% à l'abri d'une attaque cyber? C'est une excellente question. Une excellente Vincent, question et évidemment que non. En fait, aucune organisation peut être à 100% à l'abri d'une attaque cyber. C'est impossible. On ne peut pas être sécurisé à 100% ou alors tout simplement, on n'a pas d'activité ni de collaborateurs. Donc, grosso modo, ce n'est pas possible d'être sécurisé à 100%. En revanche, on fait énormément d'efforts pour justement intégrer la sécurité by design dans tout ce que l'on fait. On est notamment certifié ISO 27001, qui est la norme et la certification la plus reconnue en termes de cybersécurité dans le monde. On continue à maintenir cette certification-là. Et évidemment, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on produit, tout ce que l'on construit, nous le validons en interne. Nous faisons des évaluations de sécurité là-dessus avant de pouvoir les proposer à nos assurés. merci Vincent. Une autre question à laquelle je vais répondre bien volontiers, Nathalie. Est-ce que vous couvrez la perte financière liée à la fraude bancaire? On va pouvoir y revenir tout à l'heure quand on va parler de notre outil Email Security, qui est un outil qui répond en prévention à ce risque de fraude bancaire. Et si derrière le mot fraude bancaire, vous voyez le fait de recevoir des RIB frauduleux et d'être invité à faire des paiements de fonds, des versements sur ce RIB frauduleux, oui, notre police d'assurance joue sur cette typologie de cas. On y reviendra tout à l'heure. Tout à l'heure, Vincent vient de mentionner le fait que nous étions membres de l'association FIRST, qui est donc une association à dimension internationale. Dans le cadre des ETI, c'est un point essentiel de notre accompagnement. Je pense que ça va toujours mieux en le rappelant. Et bien évidemment que Stoïc est capable de partir avec ses assurés au-delà des frontières françaises et de l'espace économique européen. Nous bénéficions de l'appui de Tokyo Marine pour déployer des couvertures dans le monde entier, que ce soit via des polices locales ou une clause FINC apposée dans la police. C'est une évidence pour nous de le faire. On est très souvent sollicité par des entreprises, soit en portefeuille, soit des prospects qui se déploient à l'international. Stoic est là pour accompagner la croissance de ces entreprises assurées. Et c'est pour ça que nous avons cette possibilité-là, bien évidemment, à votre disposition. Je propose maintenant d'abord de répondre à la dernière question que nous venons d'avoir. Est-ce que certains sinistres vous laissent sans solution aujourd'hui, compte tenu d'une forme de génie de certains hackers? Je pense que c'est une bonne question aussi sur laquelle, Vincent, tu pourrais rebondir. Et peut-être avant que tu y répondes, Vincent, juste un commentaire aussi sur les bénéfices de pouvoir être membre de l'Intercert ou du FIRST. C'est justement de pouvoir avoir des retours d'expérience de nos collègues qui sont aussi sur le terrain et qui sont capables de nous donner assez rapidement, en temps réel, des nouvelles menaces, des retours sur les nouvelles menaces qu'ils rencontrent lors de leur crise. Vincent, je te laisse y Ouais, répondre. Mais... même pour compléter juste ce que tu viens de dire sur Intercert, typiquement, ou le FIRST, en fait, on peut se coordonner de manière large et rapide. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant avec ces associations-là. Typiquement, il y a quelques temps, on avait vu passer une attaque. On a plusieurs assurés qui nous appellent de manière successive dans un temps vraiment très, très court, nous expliquant les mêmes symptômes. Donc nous, on recroise des informations, on essaye d'identifier les points communs technologiques. On les a identifiés, ces points communs technologiques. On a pu prendre contact au travers de l'Intercert avec le fournisseur qui était en cause et on a pu lui permettre d'identifier la vulnérabilité très précise et très rapidement, de son côté, il a ainsi
mis en place une règle de protection pour protéger ces dizaines de milliers d'autres clients. On a une coordination opérationnelle qui se fait. Ce n'est pas juste du requêtage d'expertise ou d'information, c'est également de la coordination opérationnelle qui nous permet d'être efficaces ensemble. Ça, c'est pour la partie intercert. Sur le volet, est-ce qu'on est laissé sans solution? Non. Clairement, les solutions, on les a. On sait comment sécuriser un système d'information. Il n'y a aucune attaque qui nous laisse sans solution. Le génie, entre guillemets, des cybercriminels, il faut le dire vite, très sincèrement, on est encore plutôt face à de la menace extrêmement opportuniste. On est plutôt face à des attaquants qui ont un mode opératoire qui est très clairement établi, que l'on connaît, et qui vont dérouler de victime en victime, dans organisation en organisation. Donc on sait exactement comment est-ce qu'ils se battent. On sait aussi du coup comment nous, qu'est-ce que l'on doit faire nous pour se protéger et pour pouvoir lutter contre eux. Donc on le fait à chaque fois avec une réussite totale. On arrive à sortir l'attaquant du système d'information complètement. On arrive à durcir les accès pour éviter que l'attaquant puisse revenir. Le problème, c'est que la sécurité, c'est pas un instant T. La sécurité, c'est du temps long. Ce sont des efforts quotidiens à faire. Et bah, malheureusement, certaines organisations, après notre passage, vont retomber dans certains de leurs travers, parce que la route cause budgétaire, gouvernance, organisationnelle, peu importe, n'a pas été efficacement traitée. Parce qu'à un moment, nous, on ne peut pas non plus décider pour une organisation assurée qu'elle doit mettre en place tel budget, qu'elles doivent remplacer telle personne, etc. Donc malheureusement, elles retombent dans leur travers et elles peuvent se refaire attaquer plus tard. Mais en tout cas, au moment de l'attaque, nous, on n'a aucune difficulté à sortir les attaquants du système d'information. Je me permets, Merci Gilles. Ouais, ouais. ouais, Vas-y, Vincent. Pardon. je me permets de continuer du coup et en enchaînant. Oui, parce que du coup, on peut rebondir et repartir sur le premier retour d'expérience qu'on peut vous faire sur la manière dont Stoic intervient aux côtés des clients, plutôt en amont d'une crise. Comme le dit Vincent, c'est pas voilà, la cybersécurité, c'est tout le temps, c'est pas juste au moment d'une attaque. Et je pense que le premier exemple qu'on va vous présenter est une bonne illustration de ça. C'est comment est-ce que du coup une entreprise se projette dans une maîtrise toujours plus forte de son risque. Tout à fait. Alors, pour le coup, donc on est sur clairement une ETI, hein, 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires, leader de son secteur, présent dans plus de 20 pays différents, des solutions qui sont déployées dans énormément de magasins physiques différents. Bref, grosse structure. Et cette structure-là se posait des questions sur son dispositif de gestion de crise, en particulier. Et nous, dans le cadre de notre offre Stoic Protect Plus, on fait des accompagnements, notamment sur le sujet de la roadmap cyber des assurés. Mais ce qu'on en a fait, c'est qu'on a fait un atelier d'une journée chez l'assuré directement pour discuter justement de son dispositif de gestion de crise, de discuter de sa roadmap cyber. On a commencé en énumérant un petit peu les technologies qui sont déjà déployées, les process qui sont déployés, l'organisation qui est déployée pour assurer la sécurité. Et petit à petit, on a affiné en resserrant du coup le sujet sur la gestion de crise d'origine cyber, mais pas que, parce qu'on s'est rendu compte au fil de la discussion qu'on pouvait élargir à pas uniquement la cyber, mais également tous les sujets liés à la gestion de crise, métier, IT, etc. Et on a pu du coup définir quelles sont les pratiques, les bonnes pratiques qui sont déjà en place et celles qui clairement nécessitent une amélioration. On a pu identifier du coup pas mal de points, que ce soit techniques ou organisationnels, à améliorer. Et puis on a continué les discussions et au travers de la toute première phase qu'on en avait eue d'énumération des différentes technologies et des moyens de protection, on s'est également dit, en fait, il y a peut-être un trou dans la raquette actuellement côté solutions email, parce que l'assuré à ce moment-là nous disait que il y a pas mal de choses qui se passent sur des compromissions de boîte mail, sur des fraudes qu'il se prenait par mail. Et donc, on a acté le déclenchement d'un test, d'un POC, sur notre outil Email Security. Donc, on voit que depuis un petit besoin, entre guillemets, exprimé de est-ce que ma gestion de crise est suffisante aujourd'hui, et ben, on est arrivé à définir des chantiers très clairs sur comment améliorer le dispositif,
améliorer l'organisation, les process, les outils, comment s'entraîner de manière efficace à déclencher le dispositif, à prendre des décisions dans l'urgence, avec au fait de naviguer dans le flou de la crise d'origine cyber, et également d'améliorer les fondations du système d'information, et notamment là en l'occurrence sur le volet email. Merci Vincent. Je réponds tout de suite à la question de David. Effectivement, c'est un anglicisme POC à nouveau, c'est-à-dire Proof of Concept, c'est un test. Un test dans le monde de la tech, on parle de POC. Merci Vincent. Ce service qu'on vient de vous décrire, il est activable via Stoic Protect Plus que je vais détailler juste après. Mais d'abord, un deuxième retour d'expérience, Vincent, plutôt en lien avec le fameux ransomware. Exactement. Alors, pour rappel, un ransomware, ce que c'est une attaque durant laquelle un individu malveillant va déployer un malware qui va chiffrer les données. Quand on dit chiffrer les données, ça veut dire que tous les documents Office, PDF, Word, Excel, etc., les images, les fichiers de configuration des applications, etc., tout ça devient inaccessible. On ne peut plus les utiliser. C'est ce qui rend les systèmes d'information inopérants. Et quand on parle de production arrêtée, d'incapacité à travailler, c'est à cause de ça. C'est parce que le ransomware bloque les systèmes, bloque les données. Et globalement, c'est ce que s'est pris la filiale d'un grand groupe spécialisé dans la production de fenêtres. Ils se sont pris malheureusement un ransomware et sur une énorme partie du système d'information de la filiale. Cette filiale était pourtant équipée d'un SOC. Elle avait un SOC externe et son fournisseur traitait des alertes qui pouvaient survenir. Là, on voit que parfois, il peut y avoir un bon SOC et un mauvais SOC. Ce n'est pas le fait d'avoir un SOC qui fait que du coup, on est protégé, mais si ce SOC n'opère pas efficacement, n'a pas les bonnes technologies pour lever les bonnes alertes au bon moment, et n'a pas la capacité de réaction suffisante, et malheureusement, on peut être amené à subir ce genre d'attaque. SOC, ça veut dire Security Operations Center. C'est un centre opérationnel de sécurité. Grosso modo, ce sont des équipes qui font la surveillance du système d'information, la surveillance sécurité du système d'information. C'est-à-dire qu'on va avoir des sondes, des moyens de captation de ce qui se passe sur le système d'information pour détecter ce qui est suspect. Ce sont globalement des vigiles qui vont faire des rondes sur le système d'information. Donc normalement, ils sont censés trouver des choses. Le problème, c'est quand ils ne le voient pas. Quand ils ne le voient pas, l'attaquant réussit. Et là, typiquement, en juillet 2025, l'attaquant a réussi et il a chiffré le système d'information. Il a paralysé 85% de la production. L'entreprise pensait avoir des sauvegardes suffisamment robustes. Malheureusement, les sauvegardes étaient également chiffrées. Donc nous, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a déployé une équipe de gestion de crise très très rapidement. On a été appelé le vendredi et dès le soir même, on avait déjà au moins une personne qui était arrivée sur site, sachant que pendant que la personne était en déplacement pour aller sur le site de la victime, on avait l'équipe qui était déjà en train de gérer à distance. On n'attend pas juste que quelqu'un arrive sur site, on est déjà en phase de traitement. À partir du moment où on avait notre relais local plus notre équipe à distance qui était mobilisée sur la réponse, on a pu définir un plan d'action, on a pu définir une organisation de gestion de crise, incluant la direction, et on a pu du coup assez rapidement avancer. Dès le week-end, donc je vous rappelle un vendredi pour l'attaque, vendredi soir on est sur site, donc dès le week-end, on avait déjà commencé la reconstruction d'un nouveau système d'information. Donc les briques principales, le cœur, ce qu'on appelle le cœur de confiance du système d'information, étaient reconstruits au bout du premier week-end. Et ça, c'était très très important parce que sans ces infrastructures support, tout ce qu'on pouvait faire à côté ne fonctionnait pas. Donc on avait absolument besoin de ce cœur de confiance. Donc c'est ça qu'on a fait dès le premier week-end. En parallèle, forcément, on a fait un inventaire des différents besoins, qu'est-ce qui devait fonctionner, qu'est-ce qui fonctionnait encore et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas à ce moment-là. Bref, on a essayé de faire un petit état des lieux pour pouvoir déclencher les mécanismes de continuité qui étaient nécessaires. Pour certains, on a dû construire des mécanismes de continuité parce qu'ils étaient inexistants à ce moment-là. Évidemment, quand on fait face à une attaque par ransomware, qui dit ransomware dit rançon. Donc, on avait un attaquant en face de nous avec lequel on pouvait négocier la rançon.
Alors, on n'a pas eu besoin de payer la rançon sur ce cas-là, je vous en parle juste après, mais par contre, on négocie. On négocie parce qu'à partir du moment où on négocie, on va gagner du temps. On va gagner du temps sur le fait que l'attaquant ne va pas aller plus loin dans son attaque, ne va pas plus embêter la victime, ne va pas publier les données qu'il a pu potentiellement voler, ne va pas alerter les médias, et cetera. Donc c'est pour ça qu'on va faire de la négociation. On est habitué à faire de la négociation sur les cas de rançon. Et donc, on a gagné énormément de temps dans la négociation. En parallèle, on avait commencé nos activités de récupération des données. Alors oui, elles étaient chiffrées, mais on a des mécanismes techniques, je ne veux pas rentrer dans le détail puisque pour le coup c'est vraiment très technique, mais on a des mécanismes qui nous permettent de reconstruire les données même si elles ont été chiffrées. Et c'est ce que l'on a fait. Et petit à petit, on a pu livrer à la victime ces données, ces serveurs, et donc dès le vendredi qui suivait, donc en moins d'une semaine, on a pu relancer 60% de la production. C'est un temps qui est très très court quand même les sauvegardes sont chiffrées. Donc là-dessus, le travail qui a été fait était absolument fantastique pour aller aussi vite dans la récupération des données. Et la reprise complète a suivi dans les jours, dans les jours un petit peu plus tard. Et donc en une dizaine de jours, tout le système d'information avait été relancé. Évidemment, dans ce type de situation-là, on déploie également notre MDR. Je reviendrai par la suite ce que c'est que le MDR pour pouvoir sécuriser le SI et être serein au moment de la réouverture du système d'information. Merci Vincent pour ce retour d'expérience qui est assez important et qui a fait beaucoup parler de lui d'ailleurs dans la région où il a eu lieu. J'en profite pour répondre à deux questions qui ont plutôt un lien avec la partie indemnisation. Oui, Isabelle, on pourrait avoir un recours contre le prestataire SOC qui aurait été défaillant. Et oui, Arthur, de la même manière, le client pourrait partir aussi en recours sur les hébergeurs de données. C'est des parties contractuelles qui nous échappent, nous, au moment de la gestion de crise et qui sont traitées dans un second volet indemnitaire classique, d'indemnisation classique. Pour rappel, le processus un sinistre chez Stoic, il démarre par cette gestion de crise que vient de décrire Vincent avec beaucoup de détails et merci beaucoup. Et puis du coup, dès que l'activité a redémarré, on clôt la gestion de crise cyber. Ça peut prendre entre 2 heures et plusieurs jours, on l'a vu sur cet exemple-là. Et le dossier rebascule dans nos équipes d'indemnisation qui vont du coup, comme vous en avez l'habitude sur d'autres dossiers type dommage aux biens, se mener de manière classique. Et donc du coup, après, les responsabilités des uns et des autres parties prenantes est évidemment prises en compte. Bruno, vous nous posez la question de savoir comment se passe concrètement la mise en place d'un POC, donc d'un test. Et ben, je vais revenir juste après, peut-être, justement, quand je peux vous présenter dès maintenant, parce qu'il faut qu'on avance un peu sur justement ce qu'on propose aux ETI. On a depuis maintenant 1 an proposé un service premium pour toutes les entreprises qui dépassent les 250 millions d'euros. Stoic Protect Plus. L'idée de Stoic Protect Plus, c'est d'aller au-devant des besoins qui peuvent être exprimés par la DSI, c'est sûr, mais également la DG, les DAF, qui veulent prendre des décisions éclairées, tant sur le volet assurantiel que sur le volet de cybersécurité. Et donc, on a décidé depuis l'année dernière de vous proposer, vous, partenaires, ces 4 briques qui viennent en plus de ce qu'on propose déjà. Et uniquement, du coup, dédiées aux ETI. Donc, du coup, Bruno, si vous avez des cibles en tête ETI, eh bien, ce sera peut-être l'occasion, avant de contractualiser tout de suite un outil Mail Security, pourquoi pas, de passer par une phase de test, si effectivement l'ampleur de l'entreprise, du coup, le justifierait. Stoic Protect Plus, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est quatre briques de services en plus, dont un qui est très important, qui s'appelle l'onboarding personnalisé, où pour le coup, on assure une présentation de nos outils et nos services lors d'un entretien d'1 heure avec une personne de chez Stoic qui va passer 1 heure avec votre client pour discuter de nos outils, de nos services. Une formation à la gestion de crise. J'y reviens pas. Vincent nous en a fait l'illustration tout à l'heure avec le client qui faisait 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Un point important, suivi de roadmap cyber, qui est de plus en plus demandé par les ETI. Alors évidemment, ce n'est pas nous qui allons mettre les mains dans le capot. On n'est pas là pour faire, mais on est là pour
conseiller, éclairer, donner du tempo, donner justement des conseils sur les technologies, sur les acteurs, sur les montants à engager en fonction de tel ou tel sujet. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler avec vous sur les boîtes qui, par exemple, ne sont pas encore assez mûres, sur lesquelles on va demander, nous, des prérequis. Et sur ces propres prérequis-là, nous pourrions aider le client à avancer sereinement jusqu'à ce qu'il puisse du coup être éligible à 100% à notre offre. Et enfin, un volet de veille qu'on appelle un CTI cyber qu'on met à disposition de ces acteurs ETI. Je vois qu'il y a eu quelques questions entre-temps auxquelles Vincent semble avoir répondu, J'ai il me commencé semble. à répondre à certaines questions, tout à fait. Ok. Eh bien, donc une question de Bruno, est-ce que vous aidez vos clients à formaliser un plan de reconstruction du SI en cas de cyberattaque de type ransomware en amont d'une crise cyber? Tout à fait. Alors, pour ceux qui en font la demande, en tout cas, oui, on va travailler avec eux sur, le PRA, le plan de reprise d'activité, dans lequel nous, on peut fournir un guide de construction du PRA et si besoin de participer à certains ateliers avec l'assuré pour, l'aider justement à construire son plan, c'est volontiers qu'on va le faire. Au plus l'assuré est préparé à vivre ce type de cyberattaque, au plus la remédiation, la reconstruction sera courte et donc l'impact sera faible, et donc nécessairement, c'est bénéfique pour nous également. Question de Gilles, Stoic est top dans l'organisation et la maîtrise affichée, merci. Toutefois, comment se distingue Stoic face à ses concurrents? Par ailleurs, quel support pouvons nous utiliser? Eh bien, écoutez, on a essayé d'en faire la démonstration, mais peut-être pas tout à fait complète. On a du coup tout ce volet prévention et ce volet d'intervention. On est les seuls sur le marché à avoir internalisé cette capacité d'intervention et d'accompagnement, Stoic Protect Plus notamment. Donc du coup, c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est notre vraie expertise en cybersécurité liée à la partie cyberassurance. Et oui, il y a des supports sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Il y en a notamment sur votre espace agent, espace courtier, dans l'onglet aide à la vente. On pourra y revenir, Gilles, sans aucun problème. Envoyez-nous vos questions par mail, par ailleurs, nous vous enverrons les supports marketing. Je vous propose qu'on avance et on prendra les autres questions à la fin s'il nous reste un peu de temps. Il nous reste 8 minutes juste pour vous partager l'autre brique d'outils de prévention que nous pouvons mettre à disposition de nos clients. Ça va répondre à la question de Pascal. Tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant est inclus dans l'offre. C'est-à-dire que la plateforme de prévention et l'accompagnement Stoic Protect Plus, c'est compris dans l'offre. Ce qui va devenir un complément à une option, ce sont les deux outils dont Vincent va parler aujourd'hui, il va parler maintenant, dont on a déjà un peu parlé, qui sont les outils de service managé, de surveillance du système d'information. Là, ce sont des options payantes, Pascal. Alors, il ne reste plus énormément de temps, mais effectivement, du coup, comme je l'ai teasé un petit peu tout à l'heure, pour faire face aux menaces de type ransomware, nous avons créé notre service Stoic MDR. Je vais vous détailler ça dans quelques instants. Et pour faire face à la fraude, nous avons constitué un outil qui s'appelle Email Security. Je vous présente ça. Tout d'abord, EDR. EDR, ça veut dire Endpoint Detection and Response. Ce sont des agents de sécurité qui vont tourner sur les systèmes des assurés. Donc, grosso modo, on déploie un outil de sécurité sur leurs différents systèmes. Et grâce à ça, on va avoir des détections, des alertes qui vont nous être levées. Et notre équipe va agir sur ces alertes-là. Quand je dis qu'on agit, c'est-à-dire qu'on va se connecter sur les systèmes, on va regarder ce qui se passe, on va investiguer et on va traiter l'alerte. Parfois, on peut avoir besoin des équipes de l'assuré, parfois pas. On peut être autonome dans la gestion de certains types d'alertes. Donc ça, c'est la notion de EDR. Quand on parle de manager, ça veut dire qu'on a bien une équipe qui va gérer pour le compte du client. C'est ce que nous, on a quand on parle de Stoic MDR, pour le M pour Managed. C'est ce que l'on a très classiquement. Et donc, parler du SOC Stoic, du MDR Stoic, c'est la même chose. Ce sont nos équipes, nos analystes qui vont intervenir pour lever les doutes, diagnostiquer et répondre à la menace.
là, ce que vous voyez un petit peu sous les yeux, c'est la même chose, hein. Au niveau des technologies qu'on utilise, on utilise les meilleures technologies du marché, tout simplement. Au niveau équipe, on a une équipe cyber qui va gérer l'ensemble des alertes et des incidents de sécurité, ce qui nous permet de passer très vite d'un mode alerte à un mode incident, justement, ce qui nous permet d'assurer le 24/7 sur le traitement de toutes les alertes et de tous les incidents que l'on peut avoir, en tout cas les alertes critiques qu'on peut avoir. Tout a été pensé de manière fluide. C'est très facile de déployer nos technologies EDR et derrière, nos analystes traitent directement dès que le déploiement est fait. Concernant Email Security, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Email Security, c'est une brique qui va venir s'intégrer sur Microsoft 365 ou sur Google Workspace. Et à partir du moment où on est présent dessus, on va pouvoir analyser les emails reçus par les collaborateurs des assurés. Et de cette manière-là, on va pouvoir identifier les potentiels comptes compromis, les potentiels fraudes qui sont effectuées, les potentiels phishing qui sont envoyés, en tout cas qui sont reçus plutôt par les assurés. Et de cette manière-là, on va pouvoir investiguer dessus et les bloquer. Par bloquer, c'est-à-dire que si on arrive à identifier une facture, une fausse facture ou une tentative de fraude en cours, et ben, très clairement, le mail reçu, soit on le flag, on lui met une bannière comme quoi c'est un mail frauduleux, soit carrément on le supprime. On va le mettre en quarantaine parce qu'on est sûr et certain que ce mail est frauduleux. Merci Vincent, effectivement, d'avoir présenté en un temps assez court ces deux technologies. On pourra reparler avec chacun d'entre vous et avec chacun de vos interlocuteurs en région de ces outils-là et de l'impact qu'ils ont sur les contrats d'assurance, puisque du coup, il y a quelques incidents. C'est effectivement comme ça améliore le risque et on améliore les conditions d'assurance. En guise de conclusion, je vous laisse sur ce slide-là qui est très important, que j'aime beaucoup présenter puisqu'il résume vraiment tout notre mode de fonctionnement à 360 degrés avec un alignement des intérêts pour des boîtes type ETI, Stoic Protect qui est notre plateforme de prévention intégrée, les services managés Stoic que vient de présenter Vincent et qui du coup permettent, couplés à Stoic Protect, de réduire la probabilité d'attaque, et puis le volet assurantiel. En cas de survenance d'incident, le CERT, donc l'équipe de réponse à incident, intervient. Et sur la partie garantie, nous faisons bénéficier de nos garanties d'assurance que vous connaissez ou sur lesquelles nous pourrions, lors de discussions à venir, détailler. Merci beaucoup pour votre attention et pour toutes les questions. J'essaye de répondre aux deux dernières. Il nous reste 3 minutes. Kevin qui nous demande de quelle manière se fait la redescente des informations avec les courtiers suite aux actions que vous menez auprès des ETI. Vous êtes toujours informés, donc vous êtes toujours dans la boucle. Typiquement sur les ateliers de roadmap ou de gestion de crise, le courtier est présent, l'agent courtier est présent. Et donc du coup, vous êtes informés tout le temps de ce qu'il se passe. Que veut dire stoïque, nous demande Gilles. C'est une très bonne question. Et j'y réponds en 15 secondes. Ça fait référence à la philosophie stoïcienne, dans laquelle l'enseignement le principal est de savoir que dans la vie, il y a des choses qui dépendent de vous, d'autres qui ne dépendent pas de vous. Et chez Stoic, on pense que la prévention, ça dépend des entreprises qu'on assure. Donc on les aide, on leur propose des services de prévention. Et du coup, ils agissent sur quelque chose sur lequel ils ont un impact. Néanmoins, s'il y a une attaque, là pour le coup, il y a des choses sur lesquelles ils n'ont plus d'impact. C'est comment faire en cas d'attaque. Et là, du coup, il s'appuie sur les équipes de Vincent, d'où le nom de notre entreprise Stoic, qui a été créée par Jules Vérin, qui avait passé quelques temps dans le monde de la philo avant de créer Stoic. Voilà pour la petite anecdote si vous ne la connaissiez pas. Et c'est donc merci pour cette question, Gilles. Il nous reste 1 minute. Je vous propose, si besoin, de nous renvoyer par mail des questions. J'aurais pas eu le temps de répondre aux dernières. Et vous aurez le support tout à fait avec l'envoi de l'attestation DDA. Merci pour votre attention. Merci Vincent pour ton éclairage. Merci tout le monde. Et à très vite, messieurs, dames, j'espère, pour travailler sur vos cibles ETI. J'espère que ça vous aura donné envie de travailler avec nous là-dessus.
Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde.